Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on commence une toute nouvelle série de vidéos top 10. Dans chacune de ces vidéos, je vais être accompagné de d'autres passionnés de jeux de société un peu partout au Québec qui vont venir m'aider à faire ces vidéos top 10. Pour commencer la série, on y va avec un top 10 des jeux qui proviennent du site web de financement Kickstarter, qui est de plus en plus populaire de nos jours et qu'on retrouve de plus en plus des jeux de bonne qualité qui proviennent de projets qui ont été financés sur Kickstarter. Pour faire ce top 10, je suis accompagné de Louis-Philippe. Bonjour les joueurs, comme David vient de dire, je suis Louis-Philippe. Je serai de plus en plus présent, je pense, sur la chaîne du Professeur Board Game. Je serai en quelque sorte l'expert ou le passionné, si on veut, de la plateforme de sociofinancement Kickstarter, que je connais beaucoup et à laquelle je participe beaucoup. Fait que je serai avec vous de temps en temps pour présenter des jeux qui ont été ou qui seront sur Kickstarter, pour faire des critiques, des survols de différents jeux qui ont été financés à partir de cette plateforme de sociofinancement. Effectivement, oui, Philippe a beaucoup d'expérience sur les Kickstarter. Il a financé beaucoup de projets dans les dernières années. Alors, il va venir vous partager son expertise sur ce sujet prochainement sur la chaîne. On est prêt à commencer notre top 10 des jeux qui proviennent de la plateforme Kickstarter. On y va avec mon numéro 10. Mon numéro 10 est le jeu Warband Against the Darkness. C'est un jeu qui était très méconnu. C'est un petit jeu qui a ramassé environ 15 000 $ au financement sur Kickstarter, donc un petit projet. C'est une petite compagnie canadienne en plus qui a fait ce jeu. Essentiellement, c'est un jeu de placement d'ouvriers où les joueurs sont dans une armée et on doit placer des soldats dans l'armée. Donc l'armée est en commun, mais ce n'est pas un jeu coopératif. Alors on place des ouvriers dans l'armée, que ce soit des archers, des cavaliers ou de l'infanterie, et ensuite celui qui en a le plus devient le capitaine. Donc c'est lui qui va décider quels soldats se font tuer lorsqu'on utilise l'armée pour affronter des monstres. Les cartes vont nous donner des points qu'on ramasse quand on va décider d'aller affronter des monstres avec l'armée. On a aussi un beau petit système d'amélioration avec des cubes sur son plateau. À chacun des débuts de tour, on va enlever un cube et on va améliorer une des actions qu'on peut faire pendant le jeu. Alors on a une belle petite découverte pour moi, le jeu Warband, qui est mon numéro 10 Kickstarter. De mon côté, mon numéro 10 Kickstarter est un tout petit jeu qui a quand même fait un bon montant, près de 50 000 $ sur Kickstarter, mais c'est un tout petit jeu ici qui s'appelle Province. C'est dans la nouvelle mode des micro-jeux. Juste pour vous donner un exemple, ça c'est le plateau du jeu. Vous pouvez vous comparer à la boîte de Warbands. C'est un jeu qui est minuscule, c'est un jeu qui est fait pour être transporté. C'est un jeu qui repose aussi sur la mécanique de placement d'ouvriers. Dans ce cas-ci, par contre, les ouvriers qu'on va utiliser en cours de jeu appartiennent à tous les joueurs. Puis je précise que c'est un jeu spécifiquement fait pour 2 joueurs. Il ne se joue pas à plus de 2 joueurs. Donc les ouvriers appartiennent à tous les joueurs, fait que c'est plus un jeu de déplacement d'ouvriers qu'un jeu de placement d'ouvriers. Les ouvriers sont toujours sur le plateau, puis il faut les changer de place. En se basant à l'endroit où ils vont tomber sur le plateau, on va regagner certaines ressources qu'on utilise pour construire des bâtiments. C'est un jeu où on va aller chercher à atteindre certains objectifs, celui qui en a le plus à la fin de la partie l'emporte. Mais c'est principalement un jeu qui est intéressant parce que c'est le jeu idéal pour introduire quelqu'un à la mécanique de placement d'ouvriers parce qu'il est très simple, il est très court, et de façon générale pour introduire des nouveaux joueurs aux jeux de société modernes. On veut leur montrer différents types de jeux de société, autres que Clou, Risk et compagnie. C'est un jeu qui est parfait, tout petit, facile à transporter, on peut l'amener au restaurant, dans un café, sortir ça sur la table, ça prend pas de place, ça prend 5 minutes à installer, 15 minutes à jouer. Donc voilà, top 10, Province de Laboratory Games. Donc, deuxième jeu en 9e position de mon top 10 plateforme Kickstarter, un jeu qui s'appelle Steampunk Rally. C'est un jeu qui est fait par une compagnie canadienne qui s'appelle Roxley Games, qui a ramassé un peu plus de 230 000 $ sur Kickstarter. C'est un jeu qui est dans le fond un jeu de course, mais qui mélange beaucoup de mécaniques différentes, c'est ça qui fait son intérêt. Il y a une mécanique de base de recrutement de cartes où on va sélectionner une carte dans un paquet de cartes, donner le reste du paquet à son voisin, qui en sélectionne une, qui donne à son voisin, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on se fasse une main de carte complète. Ensuite, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais les ouvriers, dans le fond, sont des dés, différents dés, qu'on verra mieux sous un autre angle, différents dés qui représentent les différentes ressources qu'il y a à l'intérieur du jeu. Chaleur, vapeur, électricité, qui sont utilisées pour faire avancer notre véhicule dans les Alpes françaises, qui sont représentées sur un magnifique petit plateau modulable qui se construit différemment d'une partie à l'autre. Donc dans ce jeu-là, on est un inventeur célèbre, Einstein ou Edison, qui doit participer à une course et construire l'invention la plus efficace, la plus rapide possible.
Une de ses forces, c'est que c'est un jeu où tous les joueurs jouent de façon simultanée. Mis à part une phase du jeu, toutes les autres phases de jeu sont de façon simultanée. Ça fait que le jeu est extrêmement rapide. Donc, très intéressant, un visuel exceptionnel. Les composantes sont super belles dans ce jeu-là. Donc, top 9, 9e position, Steampunk Rally, Roxley Games. Pour moi, mon numéro 9, et je ne l'ai pas entre mes mains parce que c'est un jeu qui n'est pas encore arrivé dans les magasins, c'est le jeu Secret Hitler. C'est un jeu qui a été très populaire sur Kickstarter. Il a ramassé environ 1,4 million de dollars. C'est un petit jeu de bluff et de déduction. Ça ressemble un peu au jeu La Résistance, c'est un petit peu avec un mélange de loup-garou si on veut. On a un joueur qui va être Hitler de façon cachée. On a des rôles cachés. On a des joueurs qui sont des fascistes qui sont dans l'équipe d'Hitler et on a des joueurs qui sont les libéraux. À chacun des tours, il va y avoir un président, on doit élire un chancelier aussi pour le tour. Donc les autres joueurs vont voter pour savoir s'ils veulent que ce soit ce chancelier-là. Ensuite, on va donner 3 cartes au président. Il va piocher 3 cartes dans un paquet. Les cartes, tout simplement, c'est des cartes rouges fascistes, des cartes bleues libérales, et il va défausser une carte et donner les 2 autres au chancelier, et le chancelier lui doit obligatoirement jouer une des 2 cartes qui lui reste, et si les fascistes votent trop de lois, ils vont gagner, ils vont avoir aussi certains pouvoirs s'ils ont trop de cartes. On a une élimination de joueurs qui peut entrer en jeu à ce moment-là aussi. Donc un jeu de bluff déduction vraiment rapide, vraiment efficace et vraiment le fun, devrait arriver dans les magasins d'ici la fin de l'été, si tout va bien. Mon numéro 8 est le jeu Coup, qui a amassé environ 166 000 $ sur Kickstarter. C'est un jeu, encore une fois, de bluff et de déduction. Chacun des joueurs va recevoir 2 cartes au début de la partie. Les cartes sont des personnages qui peuvent faire certaines actions dans le jeu. La beauté de ce jeu-là, c'est qu'on peut tellement bluffer qu'on peut faire des actions d'un rôle sans l'avoir dans nos mains. Par contre, si on dit qu'on fait une action d'un certain rôle, les joueurs peuvent nous défier sur notre bluff, et si jamais on bluffait, on va perdre une de nos 2 cartes qui représente dans le fond nos points de vie. Et on peut aussi bloquer certaines actions aussi avec les rôles, et on peut encore bluffer sur les rôles. Alors c'est vraiment drôle de pouvoir faire des actions alors qu'on n'a même pas les cartes dans nos mains. C'est un jeu qui se joue encore une fois très rapidement, un beau petit jeu de party si on veut, le jeu Coup. Dans mon cas, mon numéro 8 est le jeu King's Abbey, qui est un jeu qui a ramassé un peu plus de 84 000 $ sur Kickstarter. C'est un jeu qui repose sur une mécanique de placement d'ouvriers. La particularité ici, c'est que les ouvriers représentent dans le fond des moines qui travaillent tous ensemble pour construire une nouvelle abbaye que le roi a demandé. Les moines sont représentés par des dés. Et le tour de jeu, qui est quand même assez complexe, par contre, ça c'est un des points négatifs du jeu, le tour de jeu est découpé en différentes phases, et selon les phases, on va avoir différentes options, différents endroits, comme dans tout jeu de placement d'ouvriers, où on peut aller placer nos dés. Selon ce qu'on veut faire avec nos moines, qui sont représentés par des dés, on va diviser la valeur du dé par le chiffre qui est associé à cette action-là sur le plateau. Par exemple, une récolte de bois, si la valeur est de 3, chaque multiple de 3 que je vais placer avec mes dés à cet endroit-là va me rapporter une ressource de bois. Donc, c'est un jeu qui ressemble à plusieurs autres dans le même genre, où avec les ressources, on va construire des bâtiments sur un plateau individuel, d'ailleurs, que chaque joueur a, où il y a des espaces pour construire les différents bâtiments qui vont agrémenter notre abbaye, qui vont la rendre plus puissante, de plus en plus efficace. Puis c'est un jeu qui a une mécanique intrinsèque qui est intéressante, où plus le jeu avance, plus on est efficace dans les différentes parties du jeu. Par contre, dans les défauts que je lui aurais mis, c'est un jeu qui est quand même assez complexe. On ne présente pas ça à des nouveaux joueurs qui n'ont jamais joué à ce type de jeu-là. On va y aller plutôt avec Province, que j'ai présenté tout à l'heure. Et c'est un jeu que certaines des composantes sont vraiment minuscules. Je ne suis même pas sûr si on les voit à l'écran. C'est des cartes bâtiment. Il y a un paquet d'informations là-dessus. Le coût, le pouvoir du bâtiment, le nombre de ressources que ça prend. C'est minuscule. Ça prend des lunettes pour lire ça. Ça, c'est un des défauts du jeu. Mais mis à part ça, c'est un très bon jeu de placement d'ouvriers. C'est un genre qui vous intéresse. King's Abbey. Ma position numéro 7 dans mon top 10 personnel est mon jeu qui est probablement celui qui a eu le plus de succès sur Kickstarter parmi tous les jeux que moi je devais présenter. C'est un jeu qui s'appelle Sight, qui est un énorme jeu, qui est un énorme jeu. C'est un jeu qui prend beaucoup de place sur un plateau. C'est un jeu dans le fond qui repose
sur un principe où les joueurs vont contrôler différents empires dans une Europe de l'Est 1920 d'un univers alternatif, si on veut. Donc, il y a de la récolte de ressources, comme dans tout jeu de contrôle d'empire, mais il y a aussi des robots gigantesques qui sont représentés par des figurines plastiques. Chaque joueur a un héros qui le représente aussi. On a une carte de l'Europe de l'Est sur laquelle on peut se déplacer, récolter des ressources. Il y a un paquet d'actions différentes qu'on peut entreprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle un gros jeu de conquête, un jeu, il y a un peu de militaire, il y a la ressource, placement d'ouvriers, l'habitude dans ce type de jeu-là. Sa force, la raison pour laquelle il est dans son top 10, c'est qu'il est étonnamment simple pour un jeu de ce type-là. On l'a essayé récemment. Oui. Il reste à l'essayer avec... La raison pour laquelle il est 7e et pas plus haut, c'est parce que je viens tout juste de l'avoir. C'est un jeu qui vient de sortir, il n'est pas encore en magasin. Ou certains magasins l'ont, mais pas tous les magasins encore. Puis, on l'a pas encore essayé à 4-5 joueurs avec un compte de joueurs plus haut, voir s'il fonctionne tout aussi bien qu'à 2-3 joueurs. Mais c'est un jeu qui est étonnamment simple pour la lourdeur du jeu. Chaque joueur a une espèce de petit plateau ici. Je sais pas si on voit bien. Chaque joueur a une espèce de petit plateau ici. Chaque action est décrite sur ce plateau-là. L'iconographie du jeu est extrêmement simple. On a un coût, un bénéfice qui est associé. On a une deuxième action qu'on peut entreprendre avec un coût, un bénéfice qui est associé aussi. Un jeu extrêmement efficace. Il est magnifique. Chaque composante, sans exception, est extrêmement belle. Il est pensé pour que ça soit facile à apprendre. Le livre de règles est très bien conçu, ce qui n'est pas toujours le cas dans les différents projets Kickstarter. Fait que c'est vraiment un succès sur toute la ligne. Fort probablement que si dans un an d'ici, j'ai refait un autre top 10 Kickstarter, il va avoir gagné quelques places. J'en suis persuadé. J'ai hésité à le mettre sur mon top 10 aussi, mais comme j'ai joué seulement une fois, j'ai décidé de m'en aller avec des jeux que je connaissais un petit peu plus puis que j'avais joué un peu plus souvent. Mais effectivement, c'est vraiment un beau succès là, sur Kickstarter. La qualité est exceptionnelle. C'est un jeu qui a ramassé presque 2 millions, 1,8 millions, 1,9 millions, quelque chose comme ça sur Kickstarter. Mon numéro 7, pour moi, est le jeu Burgle Bros, qui est un jeu coopératif dans lequel on incarne des voleurs qui doivent entrer dans un bâtiment à 3 étages pour aller voler des coffres forts. C'est un jeu coopératif des plus classiques. Là. Chacun des joueurs a un personnage avec un petit pouvoir différent. On a un certain nombre de points d'action à notre tour qu'on peut jouer. Alors vraiment, là, ce qui est le fun aussi, c'est que le plateau est fait avec des tuiles. On place les différents étages du bâtiment de façon aléatoire. Chacune des salles va faire quelque chose. Alors, toutes les parties vont être différentes. On a aussi des murs qui sont placés sur les différents étages là, pour représenter les pièces. On a une petite application qui est un générateur de murs aussi qui existe, qu'on peut utiliser pour se placer ça de façon différente à chacune des parties. Alors, chaque partie va être vraiment unique. Vraiment le fun. On a des gardes qui patrouillent les différents étages et on doit les éviter évidemment pour pas se faire prendre. Alors vraiment un beau petit jeu coopératif Burgle Bros qui a eu quand même pas mal de succès, à ramasser 228 000 sur Kickstarter. Moi je me permettrais de rajouter sur Burgle Brother qu'il y a une force extrêmement importante d'un jeu coopératif. Il est très difficile, ce qui n'est pas toujours le cas d'un jeu coopératif. Certains sont faciles à réussir, celui-là extrêmement difficile. J'ai pas un très bon taux de succès à ce jeu-là, c'est une grande force. Tout à fait d'accord. Mon numéro 6 est le jeu Deception Murder in Hong Kong. C'est un jeu de bluff et de rôle caché encore une fois. On va avoir un joueur qui va être le médecin légiste, qui lui son rôle va être de donner des indices aux autres joueurs pour qu'ils déterminent qui est le meurtrier parmi les joueurs. Les joueurs vont avoir devant eux 4 cartes qui représentent des armes du crime et 4 cartes qui représentent des pièces à conviction qu'on a retrouvées sur la scène du crime. Le médecin légiste ne peut pas parler pendant la partie, il va avoir des tuiles avec des informations sur les tuiles et il va placer des marqueurs pour représenter essayer de décrire un peu le meurtre pour que les autres puissent deviner qui est le meurtrier parmi eux. Les joueurs peuvent accuser une seule fois pendant la partie et s'ils ne réussissent pas à trouver le meurtrier sera celui qui va gagner. C'est un peu un mélange de Mysterium puis de loup-garou si on veut, en beaucoup plus rapide. Une partie dure environ 15 minutes maximum. Alors vraiment un beau petit jeu là, de bluff et de déception. Le jeu Deception Murder in Hong Kong, numéro 6. Dans mon cas, numéro 6, un jeu de dés qui s'appelle Ancient Terrible Things. C'est un jeu extrêmement simple. Dans le fond, la mécanique de ce jeu-là est très particulière. C'est tout simplement Yahtzee dans un univers d'horreur léger, auquel même des enfants pourraient jouer. Quand je parle d'univers d'horreur, il n'y a pas de graphisme dérangeant. Une espèce de créature, un peu ceux qui connaissent les univers comme Cthulhu, ça va ressembler un petit peu à ça, mais une version plus légère, moins monstrueuse. Fait que c'est vraiment Yahtzee avec une sauce plus originale.
On va avoir différents jetons, différentes actions, différents pouvoirs qu'on peut gagner en cours de jeu qui permettent dans le fond toujours de manipuler les résultats des dés. On va avoir différents monstres qui vont être étalés sur le plateau. On va choisir quel monstre on veut essayer d'aller affronter. Pour l'affronter, ça nous prend une combinaison à la Yadir, donc 1, 2, 3, 4, ou un triple 3, un triple 4, un triple 5, etc. Celui qui a affronté le plus de monstres en fin de partie, il gagne la partie tout simplement. Donc vraiment très simple, très efficace. On peut jouer avec des enfants pratiquement tellement que c'est simple. Très bon jeu, Ancient Terrible Things numéro 6. Maintenant, mon numéro 5 est un jeu de cartes qui s'appelle Eminent Domain. C'est un jeu de cartes dans lequel la mécanique est que chaque joueur va avoir dans ses mains un paquet de cartes d'une dizaine ou d'une douzaine de cartes, là. Je ne me rappelle plus exactement. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, il va se servir de ces cartes-là pour en acquérir des nouvelles qui vont aller dans sa défausse, qui vont éventuellement être rebrassées dans le paquet de cartes qu'il utilise. Fait qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, son paquet de cartes va évoluer, va être de plus en plus efficace selon qu'est-ce qu'il essaie d'entreprendre en cours de partie. Dans ce jeu-là, il faut bâtir un empire galactique, mais qui est complètement représenté par les cartes qu'on a devant nous. Qu'on a les cartes qui nous appartiennent à nous, qui nous servent à faire différentes actions, explorer, coloniser des nouvelles planètes. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, le paquet de cartes qu'on utilise va s'améliorer au fur et à mesure que la partie va avancer. Puis on a d'autres espèces de tuiles qui représentent les planètes qu'on veut coloniser, qu'on veut attaquer. Donc un jeu de cartes somme toute assez simple, même s'il y a différents niveaux de complexité. Très joli, très sympathique. Par contre, dans la boîte de base, il y a certaines pièces qui servent à rien, en fait. Fait que c'est un peu particulier comme choix. On comprend plus tard qu'en rajoutant certaines expansions, ces pièces-là gagnent une utilité, mais pour quelqu'un qui a juste le jeu de base, c'est un petit peu ordinaire. Mais donc, un très bon petit jeu de cartes, une mécanique intéressante, qui est original dans le type de mécanique qu'il amène, qui est très différent des jeux comme Dominion, comme Legendary Marvel ou Encounters, qui ont le même type de mécanique. Donc, numéro 5, Eminent Domain. Mon numéro 5, un gros jeu, le jeu Zombicide Black Plague. J'ai choisi n'importe quelle saison, j'ai choisi celle-là. J'ai une petite préférence pour l'univers médiéval comparé à un univers moderne. Évidemment, le jeu Zombicide est très connu sur Kickstarter. La compagnie Cool Mini or Not a fait des millions avec la bannière Zombicide. Celui-là est le dernier de la série. Et il a ramassé environ 4 millions de dollars sur sa campagne de financement. Un peu comme les autres, c'est un jeu coopératif. On doit affronter des hordes de zombies. On a chacun un personnage qui peut avoir gagné des niveaux en cours de partie. Il développe des nouvelles habiletés. On peut trouver des armes pour affronter les zombies de façon plus efficace. Des sortilèges, des armures. Bon. Oui, la version médiévale, je trouve qu'elle rajoute quelques petites règles qui sont supérieures à la vieille version de Zombicide. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Très le fun, c'est un jeu qui est 100% coopératif. Les zombies bougent par eux-mêmes selon certaines règles établies dans le jeu. Alors on est tout le monde ensemble et on a différents scénarios. Donc les parties sont différentes d'une à l'autre. On a plein de scénarios aussi qu'on peut retrouver sur Internet, sur les sites des communautés, les forums et tout ça. Plein de monde qui invente des scénarios. On peut pas manquer d'idées pour jouer à ce jeu-là. Zombicide Black Plague, mon numéro 5. Je rajouterai, parce que je pense que ça vaut la peine de le souligner, Zombicide, le premier de la première saison, qui est dans un univers plus contemporain, plus moderne, c'est quand même le jeu qui a mis la plateforme de financement Kickstarter sur la carte en termes de jeu de société. Ça a été le premier jeu qui a eu vraiment un méga succès, qui était quelque chose comme 700-800 000 il y a 5 ou 6 ans déjà. Fait que ça vaut la peine de souligner. Zombicide, ça a lancé, il n'y aurait probablement eu aucun de tous les autres jeux qu'on monte dans ce top 10-là si ça n'avait pas été de Zombicide. Donc Zombicide était vraiment un pionnier là, dans le genre, puis c'est lui aussi qui a lancé un peu la compagnie Cool Mini or Not. Qui est encore probablement la compagnie numéro 1 en termes de création de jeux de société sur la plateforme Kickstarter. C'est eux qui ont plus de succès à tous les jeux qu'ils font. Mon numéro 4 est le jeu Bomb Squad, qui est un jeu coopératif en temps réel. C'est un jeu, pour ceux qui connaissent le jeu Hanabi, qui a un peu copié cette mécanique-là d'avoir les cartes à l'envers dans nos mains. On ne voit pas nos cartes, ce sont nos coéquipiers qui les voient. Alors chacun de leur tour peut nous donner des informations. C'est à nous de s'en rappeler. Alors on a un petit peu besoin de notre mémoire. Le jeu est en temps réel. Donc on a, exemple, on peut avoir 2 bombes à les désamorcer pendant le scénario, mais on a 8 minutes pour aller désamorcer chacune des bombes. Alors on a un chronomètre et il faut jouer rapidement. Et évidemment, plus on veut jouer rapidement, ben là, plus notre mémoire reprend le bord un peu, on oublie nos cartes. C'est un peu chaotique, mais vraiment le fun à jouer là, comme jeu coopératif, le Bomb Squad. On a aussi chacun un personnage avec un petit pouvoir différent là, qui peut nous aider pendant la partie. En fait, c'est qu'on joue des cartes pour programmer un robot.
Et quand il y a assez de cartes, on peut envoyer le robot, on le fait avancer sur un petit plateau de jeu. Et le robot doit aller désamorcer les bombes, sauver des otages, ouvrir des portes. Et on doit évidemment jouer les bonnes cartes avec les bonnes couleurs là, pour permettre au robot de faire ces actions-là. Alors vraiment le fun, le jeu Bomb Squad, mon numéro 4. Dans mon cas numéro 4, c'est un autre petit jeu qui s'appelle judicieusement appelé Tiny Epic Kingdoms, qui est un jeu dans le fond de contrôle de territoire où on a un empire qui doit s'étendre le plus possible, on doit gérer différentes ressources, on peut attaquer si on veut les autres joueurs qui sont autour de la table, mais le système de combat repose pas sur de l'aléatoire, repose sur un système d'enchères caché qui est très intéressant aussi. Je le souligne ce jeu-là parce que c'est un jeu qui a lancé une franchise. Ils sont rendus à 4 jeux dans la série Tiny Epic. Tiny Epic Kingdoms que je présente ici, Tiny Epic Galaxies, Tiny Epic West, Tiny Epic Defenders qui est un jeu coopératif. Ce sont tous des jeux intéressants, c'est tous la même gang, le même groupe de personnes qui fait ces jeux-là, c'est tous le même créateur. Celui-là ici c'est mon préféré parmi eux autres. Je vais en faire d'ailleurs une vidéo prochainement. Tiny Epic Kingdoms, mon numéro 4. Mon numéro 3 est un autre jeu de cartes qui s'appelle Star Realms. Je précise que ceci n'est pas la boîte originale. J'ai beaucoup d'extensions de matériel supplémentaire. J'ai acheté une boîte faite spécifiquement sur mesure. La boîte originale est à peine plus grosse qu'une boîte d'un paquet de cartes ordinaire de 52 cartes. La boîte ordinaire, c'est une affaire que vous trouvez à quelque chose comme 13-14$ dans n'importe quelle boutique de jeu. C'est un jeu de cartes qui repose sur la même mécanique que Eminent Domain que j'ai présenté plus tôt. Donc, on a une main de carte en début de jeu qui va évoluer au fur et à mesure que la partie va avancer. Par contre, la raison pour laquelle j'ai mon numéro 3, c'est que c'est probablement le jeu le plus simple qui repose sur cette mécanique-là, dans tous les jeux que je connais, qui reposent sur cette mécanique-là, que ce soit Dominion, que ce soit Legendary Encounters ou Legendary Marvel ou Eminent Domain, peu importe le jeu, c'est le plus simple. Si on veut introduire quelqu'un à cette mécanique de jeu-là, c'est le jeu que je recommande. Il est très bon, très efficace, très simple. Autre chose que j'adore, les parties sont très courtes. 2 joueurs qui sont habitués de jouer 15 minutes, même 10 minutes parfois, une partie ça peut être terminé. Dans le fond, on va acheter des cartes qui sont dans un marché commun. Quand on achète une carte, on sort des cartes qu'on a en main pour l'acheter. Quand on achète une carte, on la met dans notre défausse. Plus tard, quand on va rebrasser notre paquet de cartes, on va récupérer les cartes qu'on a achetées qui nous permettent d'acheter des cartes de plus en plus puissantes. Fait que c'est une roue qui tourne, qui s'améliore au fur et à mesure que ça avance. On a d'autres cartes qui permettent d'attaquer l'adversaire qui est en face de soi. Le jeu de base permet de jouer à 2 joueurs, mais en achetant plusieurs combinaisons de jeu de base, on peut jouer jusqu'à 4, même je pense jusqu'à 6 joueurs. Jeu très intéressant, très simple, très efficace, très beau. Star Realms numéro 3. Mon numéro 3 est le jeu Blood Rage, le jeu très populaire en 2015, le jeu de Viking. C'est un jeu qui était quand même très controversé. C'est soit qu'on l'aime vraiment ou soit qu'on le déteste. Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus là, sur la communauté dans les jeux de société. Moi je l'adore, j'ai adoré le jeu Blood Rage. C'est un jeu, je trouve qu'il y a un beau mélange de mécanique. On a du recrutement de cartes, on a du contrôle de territoire, on a l'évolution de son clan aussi qu'on doit gérer. Alors beaucoup de choses à penser quand on joue à ce jeu-là. Évidemment, on a les stratégies qu'on peut utiliser. On peut essayer de bloquer quelqu'un en recrutant les cartes qu'il a besoin. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Je trouve que c'est un jeu qui marie bien les deux gros styles de jeux de société qui existent. Donc, le jeu Euro puis le jeu Ameritrash, on dirait que c'est un mélange entre les deux. Ouais. On peut pas vraiment le placer dans une des deux catégories. C'est ce qui fait que c'est original, que c'est le fun. Tout le mélange de ces mécaniques-là. C'est un jeu qui a quand même amassé là, autour de 900 000$ sur Kickstarter. Un autre jeu là, de Cool Mini or Not, le jeu Blood Rage, mon numéro 3. Mon numéro 2 est le jeu Raiders of the North Sea, qui est un jeu de placement d'ouvriers avec une petite twist. On doit, à chacun de nos tours, on va placer un ouvrier sur le plateau et on va prendre un ouvrier à un endroit qui en a déjà un et on va faire les 2 actions de ces endroits-là. Les ouvriers n'appartiennent à aucun joueur, donc tous les joueurs vont déplacer les ouvriers sur le plateau, placer l'ouvrier qu'ils ont entre leurs mains. On a 3 couleurs d'ouvriers, donc noir, gris et blanc. À certains endroits, pour faire certaines actions, on a besoin d'une certaine couleur spécifique. Et à d'autres endroits, la couleur va nous donner une action qui est différente ou meilleure si on a la bonne couleur d'ouvrier pour faire cette action-là. C'est un jeu qui est vraiment très beau, donc un jeu à thématique viking. On doit aller piller des villages ou des monastères ou des forteresses sur une île. On doit assembler notre équipe de vikings en engageant des mercenaires, en ramassant des ressources, des provisions pour aller faire nos pillages en bateau et ramasser des ressources. On peut aussi faire des offrandes pour marquer des points là,
dans notre village de Viking. Alors, vraiment un beau jeu. Les composantes sont vraiment très belles aussi. On a les pièces pour représenter l'argent sont en métal, ont vraiment une belle qualité. Le plateau est vraiment très beau. Petit point négatif, le placement initial est un petit peu long à faire parce qu'on place aléatoirement des ressources là, sur tous les endroits qu'on peut aller piller. Alors, ça va être différent d'une partie à une autre. Alors, le jeu Raiders of the North Sea, mon numéro 2. Dans mon cas, mon numéro 2 est une toute petite boîte minuscule qui s'appelle Fireteam Zero de Emergent Games. Fireteam Zero est un jeu 100% coopératif dans lequel les joueurs incarnent des soldats d'une unité d'intervention d'élite qui, en pleine Deuxième Guerre mondiale, doivent être parachutés derrière les lignes ennemies pour aller affronter des créatures surnaturelles venues de mondes parallèles qui sont entrées dans notre monde par le biais de portails qu'on sait pas trop comment ça s'est ouvert. On le découvre au fur et à mesure que le jeu avance. Donc, c'est un jeu qui mélange dans les thématiques Deuxième Guerre mondiale et horreur, ce qui est quand même assez original dans le jeu de société. C'est un jeu qui est complètement coopératif, ce qui est toujours intéressant. C'est un jeu qui est très particulier parce que contrairement aux autres jeux du même genre, comme par exemple Zombicide, dont on a parlé tantôt, on a une seule action par tour, mais on a une main de cartes qui sert à deux choses, qui détermine l'efficacité des actions qu'on va faire. Plus on va jouer la même carte pour améliorer notre action, plus on a de chances de la réussir, mais qui détermine également les points de vie qu'on a quand ça sera le tour des monstres à jouer. Donc si j'ai décidé sur mes 6 cartes d'en jouer 3 pour faire une action pour être certain de la réussir, le côté négatif, c'est qu'il me reste seulement 3 points de vie pour affronter le tour des monstres. Si j'ai décidé de prendre une chance puis d'essayer la même action avec une seule action, donc une seule carte, il me reste 5 cartes dans ma main pour affronter les monstres. Fait que mes 5 points de vie, plus de chances de survivre au tour des monstres. Fait que cette mécanique-là est très 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 intéressante. Puis aussi le fait que le jeu est absolument sans relâche et sans répit pour les joueurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a toujours des monstres sur le dos. On n'a jamais un moment où on a une espèce de petite pause où on est capable de prendre un tour ou deux un petit peu plus relax pour être capable d'organiser qu'est-ce qu'on fait. On a toujours les monstres qui reviennent sans cesse, sans relâche. C'est un jeu quand même assez difficile. C'est un jeu où les composantes sont très 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 bien réussies. Il y a même un CD où on a le résumé de mission qu'on va avoir à faire qui est fait oralement, qu'on entend. Il y a une CD de musique d'ambiance qu'on peut mettre aussi qui est inclus dans la boîte. Les composantes, les miniatures en plastique sont très 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 bien réussies. Donc Fireteam Zero, mon numéro 2, je le recommande fortement. Quoique, quand même assez dispendieux si on achète en magasin. Donc, finalement, mon grand numéro 1 est un jeu très très peu connu qui s'appelle Regnum Angelica, qui est un jeu fait par la compagnie Black Locust Games. C'est un jeu assez particulier. Dans ce jeu-là, on a une main de cartes qui représente soit des anges, soit des démons, dépendamment de l'équipe qu'on a choisie. C'est un jeu qui se joue spécifiquement à 2 joueurs, il se joue pas à plus de joueurs que 2. Et à chaque tour de jeu, on va déposer certaines de nos cartes qui représentent donc anges ou démons sur un grand plateau de jeu qui est assez grand, face cachée. Au fur et à mesure que les tours vont avancer, on va révéler ces cartes-là face ouverte. Une fois que les cartes sont révélées, ils deviennent des anges qu'on peut déplacer sur le plateau, un peu à la manière d'un jeu de dames ou un jeu d'échecs. Fait que certains anges vont avoir des déplacements assez fixes, on peut bouger en ligne droite, en diagonale, on peut détruire d'autres anges en se déplaçant dessus. Et l'idée est d'envoyer le plus d'anges possible de l'autre côté du plateau. Chaque fois qu'on envoie un ange complètement à l'autre extrémité du plateau, on score un certain nombre de points. Et selon la difficulté qu'on a voulu mettre en début de partie, le premier à X points, 35, 40, 50, selon la partie qu'il va faire, va l'emporter. Fait que c'est un jeu qui repose sur une mécanique un peu comme les échecs ou les dames. Il faut déplacer des pions sur un plateau. Il faut être plus stratégique que son adversaire, mieux utiliser les pouvoirs des pièces qu'on a. Sauf que les pièces sont représentées par des cartes. Pour un jeu qui a eu quand même un succès assez modeste, moins de 40 000$ sur Kickstarter, c'est un jeu qui est extrêmement bien réussi. Il est vraiment splendide, magnifique. Le graphisme sur les cartes dans ce jeu-là, c'est vraiment ça qui m'a accroché initialement. Les dessins d'anges, les dessins de démons sont vraiment, vraiment, vraiment bien réussis. C'est vraiment, ça facilite beaucoup l'immersion dans le jeu. Le plateau est très beau. Les différentes composantes, les jetons, les cubes, les pièces de bois qu'on a à l'intérieur du jeu, tout est très beau, tout est très bien réussi. C'est un jeu qui demande beaucoup de stratégie. Fait que ça, je le mettrais peut-être dans ses petits défauts. C'est pas pour tout le monde, mais c'est un peu le même type de stratégie qu'on va retrouver à échecs ou dames. Fait que si vous aimez ce type de jeu-là, avec une sauce fantastique, grand combat grandiose entre les anges et les démons, vous allez adorer ça. Mais son principal défaut, c'est que si vous n'avez pas été un contributeur sur la plateforme Kickstarter, c'est un jeu qui est extrêmement difficile à trouver. Il n'y a pas eu de sortie grand public dans différents commerces, fait que très très difficile à trouver. Mais si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, je le recommande fortement. C'est mon numéro 1, Regnum Angelica de Black Locust Games.
Mon numéro 1 est un jeu de Minion Games, un petit jeu de pirate, le jeu Dead Man Tells No Tales, ça fait long à dire comme titre. C'est un jeu assez méconnu, c'est un jeu qui a amassé seulement 68 000 dans sa campagne de financement, pas beaucoup de gens qui le connaissent, il est quand même assez facile à trouver par contre en magasin, donc il a été produit là, à grande échelle. C'est un jeu coopératif, donc on doit aller explorer un bateau qu'on a attaqué. Le bateau est en feu, donc on doit gérer l'incendie dans le bateau, sinon il peut y avoir des explosions, des salles qui explosent et tout ça, le bateau peut couler, on peut perdre comme ça. On doit essayer de trouver à l'intérieur du bateau des coffres au trésor et de les sortir du bateau. Alors on a plusieurs mécaniques, c'est un jeu coopératif, chacun des joueurs va avoir un personnage avec une petite habilité spéciale, on va avoir des points d'action, ce qui est vraiment le fun, c'est que nos points d'action sont représentés par des pièces d'or, et on a 5 pièces d'or, donc 5 actions. S'il y a des actions que je n'utilise pas, je peux les donner au joueur suivant qui va pouvoir les faire à son tour de jeu. Alors on peut mieux gérer comment on gère les actions là, dans un tour de jeu. On a plusieurs difficultés, dépendant du nombre de trésors qu'on veut sortir. On a des combats pour affronter les gardiens de trésors, des squelettes qui se promènent. On a des petits matelots squelettiques aussi qui peuvent nous bloquer le chemin qu'on doit gérer, en plus de gérer le feu. Donc je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de choses différentes à gérer. Ça va vous donner un petit peu le même feeling de jouer à Pandémie, donc un jeu coopératif un peu dans ce style-là, de gérer différentes catastrophes pour pas que tout explose. Je trouve qu'il est un petit peu plus complexe, il y a plus de choses différentes. Donc à Pandémie, on gère les cubes, mais on gère 4 fois des cubes différents. Alors que dans celui-là, on gère les feux, on gère les matelots, on gère les gardiens de trésors, donc on gère les explosions, donc on a plein de choses différentes à gérer. On a même le bateau qu'on explore est fait avec des tuiles. Au début de notre tour, on va placer une tuile pour fabriquer le bateau en tant que tel. Si on n'est pas capable de placer les tuiles, on perd. Alors vraiment, là, un paquet de mécaniques différentes qui sont ensemble. Là, pour moi, là, vraiment un bon petit jeu là, coopératif. Le jeu Dead Man Tells No Tales, mon numéro 1 de ce top 10 Kickstarter. Et voilà, c'est ce qui complète notre top 10 des jeux qui proviennent de Kickstarter. J'espère que vous avez apprécié ce top 10. Je vous invite à laisser des commentaires dans la section en bas du vidéo pour nous faire savoir quels sont les jeux qui proviennent de Kickstarter que vous avez le plus apprécié. On aimerait ça connaître votre opinion sur le sujet. Bien content d'avoir participé à cette première vidéo avec le professeur Board Game en personne. En espérant que vous avez apprécié, que vous aurez une chance d'essayer ces différents jeux. Comme l'a dit David, si vous connaissez des bons jeux Kickstarter, vous voulez nous en suggérer, faites un commentaire en bas. On va attendre vos commentaires. Et voilà, bonne journée et continuez de gamer.